vous en doutez, quand ils ont arrêté le client majeur que Manitou, ils avaient fait partir quelques ouvriers. Donc là, ces deux contrats, il y aurait de nouveau des rembauches de 4 personnes sur ces deux contrats. Voilà, donc, alors il y a quand même, on a demandé quelques garanties qui sont exigées parce qu'il y avait aussi, au-delà de ça, quelques paiements, non, quelques loyers qui n'étaient pas depuis 2023, pas depuis 2023, des loyers 2023 et quelques-uns aussi sur 2025. Donc évidemment, on a exigé l'accord avec les fournitures de contrats signés qu'on a déjà dans les annexes, donc ça vous allez les trouver. Et aussi on a demandé à Technique et Formage de s'engager à régler quelques arriérés de 2023 et sur 3 mois, et aussi les impayés 2025, puisque cette entreprise avait arrêté de payer les loyers depuis juillet 2025. Donc les engagements sont pris et signés par la trésorerie, donc il y a eu un étalement des loyers fait. Donc ça veut dire que tout simplement, c'est aussi pour nous, ils vont pouvoir sur 2025 nous payer les loyers en retard, et sur 2026 reprendre avec ces chantiers-là le paiement des loyers jusqu'en 2039. Voilà. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Oui, vous avez des questions? Alors, c'est vrai que je pense que c'est important de les aider parce que lancer de nouvelles lignes de fabrication avec les deux fournisseurs qui sont CAF et STX, il faut qu'ils fassent la mise en place, la recherche, la mise en place des produits, acheter la matière première et la fourniture, et ils sont payés au bout de 6 mois. Donc ça fait 8 à 9 mois de production qui sont décalés. Donc en trésorerie, c'est assez compliqué pour eux, et ça leur permettra aussi d'alléger un peu les soutenir en trésorerie, ce qui est pas mal. Pas de questions, donc je le mets au vote. Donc merci, c'est validé à l'unanimité. C'est un beau soutien à cette entreprise. Ensuite, je vais passer la parole à Pierre Monde pour le point suivant, l'utilisation des avances remboursables qui avaient été faites à la Cerisée. Oui, merci Président, bonsoir à tous. On l'a évoqué tout à l'heure sur le changement de destination de la Cerisée. Vous savez qu'on a accompagné depuis 3 ans maintenant. Et en fait, on s'est rendu compte que cette Cerisée avait perçu des avances remboursables, une première en 2006 à hauteur de 9 000 € et une seconde en 2011 à hauteur de 15 000 €. Ces deux avances n'ont pas été remboursées, et compte tenu de la situation de la Cerisée, il est inutile de leur demander de les rembourser. Donc la seule proposition que je peux vous faire, c'est de transformer ces avances en subventions d'équipement. Nous n'avons pas d'autre solution que celle-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le vote. C'était dans quelques tiroirs par là, 2006-2011, donc bon. Mais comme ça, au moins, les choses sont claires. Tout le monde a voté, donc une abstention, une personne qui participe. Donc validé à l'unanimité. Et je laisse la parole à Pierre pour justement compléter ce dossier. Voilà, donc il faut, pour clôturer ce dossier, nous avons besoin d'un versement de subvention exceptionnelle de 150 000 €, puisqu'il y a des échéances de loyer que la Cerisée avait arrêté de payer. Je rappelle que tous les ans, on a abondé à hauteur de 100 000 € pour boucler le budget de cette Cerisée. Donc on l'a fait pendant 3 ans. Là, il faut mettre 150 000 € de plus. Après, le dossier est clos. Et l'avantage
quand même de clore ce dossier de façon propre, c'est qu'effectivement cette association ADEF qui a repris la résidence va aujourd'hui intégrer des personnes handicapées et pratiquement aujourd'hui, alors que nous on avait un mal fou à la remplir, et il y avait 22 ou 23 de mémoire en place et on était plutôt 24, hein, et on était plutôt à la moitié, et donc évidemment avec ce peu d'activité, on avait du mal à boucler le budget. La preuve c'est qu'il fallait rajouter à peu près 100 000 euros tous les ans. L'avantage, c'est que ça maintient effectivement ce centre et qu'il y aura des embauches de personnel aussi en plus, je crois, 4 ou 5, 6. Voilà, 6. Et puis, ce dossier, effectivement, sera clos. Comme ça, on n'aura plus de problématiques particulières avec cette maison qui, pour nous, posait effectivement des problèmes et qu'on n'arrivait pas à optimiser. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, ou Marielle ou peut-être Monique pourront y répondre. Mais voilà, je vous propose de faire ce versement de cette subvention et comme ça le dossier sera clos et de façon correcte et claire. Oui. Oui, juste c'était pour savoir, quand vous parlez de personnes handicapées, c'est-à-dire C'est des adultes. Ce sont des personnes handicapées vieillissantes qui sont déjà dans des instituts et qui viendront vieillir à la Cerisay. Ce qui permettra aussi de gagner des places dans certaines institutions, comme Boulou-les-Roses par exemple, puisqu'il n'y avait pas de solution pour eux jusqu'à maintenant dans le nord du Lot et dans la Basse-Corrèze d'ailleurs, c'est Corrèze. Oui, Geoffrey. Merci Président. Simplement pour illustrer le travail qui est fait par cette association qui a but non lucratif, je le précise, c'est un groupe national non lucratif et qui a repris notamment en gestion notre MAPA à Glane qui était en déficit et en grande difficulté avec l'association locale de l'ADNR et qui a repris cette structure et qui récemment a réussi à re-remplir avec les patients, enfin un certain nombre d'usagers qui ont rejoint la MAPA. Donc ils font un travail très sérieux, ils ont investi 450 000 euros sur le bâtiment pour faire la rénovation. Voilà, c'était simplement pour illustrer sur le sérieux de la structure qui gère aussi l'établissement à Mercœur, voilà, pour les personnes qui ont été cérébro-lésées. Oui, merci. Oui, c'est vrai que c'est un groupe, on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est très présent dans ce milieu et qui va permettre aussi de prendre. Alors, ils se sont engagés sur les 22 places. Il y aura la moitié des places qui seront notamment les handicapés vieillissants qui seront pris en charge par le département de l'autre et l'autre moitié par le département de la Corrèze. Donc ça, ils se sont répartis, entendus. Et je voudrais saluer le très long travail, le très gros travail qui a été fait par les personnes qui ont travaillé sur le dossier, notamment Gaëlle Josse au niveau du département, Jean-Christophe aussi pour les départements, Marie-Hélène Larry, bien sûr, le maire du Ville-en-Quercy qui était très au sujet de ce dossier, Monique Martignac et le personnel aussi du CIAS qui a permis à gérer ce dossier dans les périodes difficiles où il manquait des fonds, où il fallait tirer les petits selles pour arriver à boucler les budgets. Et aujourd'hui, cette solution par ADEF de résidence, bon, ça nous permet de solutionner. Alors, c'est vrai, il faudra les soutenir un peu, mais ça, c'est des loyers qui n'ont pas été payés qu'on rattrape. Donc, voilà. Et je voulais aussi souligner l'accompagnement qui a été fait par l'Habitat, qui a dans le transfert, parce qu'ADEF Résidence prend l'exploitation et ils reprennent le loyer du bâtiment. Ils continuent à louer le bâtiment avec l'habitat et il y aura un transfert de prêt. C'est pour ça qu'à la fin, on a rajouté ce dossier de garantie. Mais aussi, sur la valeur du bien, ils ont accepté aussi une baisse de la valeur du bien par rapport pour que tout le monde puisse arriver à ce que ce dossier aboutisse et puisse sortir par le haut. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Et sinon, je le mets au vote. Il n'y a pas de... Mais je le mets au vote. Merci. Juste, j'ai une question juridique. Est-ce que les membres du CA de la Cerisay doivent prendre part au vote?
pense qu'il faudra modifier, parce qu'il y a tous les élus de l'ancienne Comcom qui sont membres du CA. Après, vous appuyez sur 4, vous appuyez sur 4, ça annulera. Comme ça, ouais, il voulait permet de sécuriser la délibération. Allez, merci. Ça n'a plus, c'est bon. Donc ce dossier est validé et merci pour l'avenir de la Cerisée. Ensuite, je laisse oui, ça sonne. Voilà, c'est une bonne session. Je laisse la parole à Pierre. Je vais continuer à vous demander un peu d'argent. C'est une subvention complémentaire, donc du budget principal vers le budget annexe du cinéma. En raison de la baisse très significative du nombre d'entrées, il avait été prévu une recette de 96 000 euros pour le cinéma de Biars-sur-Cère, et les recettes devraient tourner autour de 70 000 euros, donc il va en manquer. Et pourquoi au-delà des 24 ou 25 000, pourquoi aller jusqu'à 40 000? Parce qu'il y aura peut-être des besoins de trésorerie d'ici que le budget de 2026 soit voté, donc on prend un petit peu de marge sur la subvention d'équilibre qui pourra être accordée l'année d'après. Donc je vous demande une subvention complémentaire de 40 000 euros pour sécuriser la fin du budget 2025 et le début de trésorerie de 2026 pour le cinéma. Évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Oui, Monsieur Nadeau. Oui, pour la subvention, donc toutes les communes, y compris celles qui vont jamais au cinéma à Biars, vont payer. Le cinéma de Biars est d'intérêt communautaire historiquement, puisqu'il était dans les compétences de la communauté de communes de Serre et Dordogne, et comme pour toute chose d'intérêt communautaire, c'est bien évidemment la solidarité des communes de la communauté qui payent pour une partie. C'est vrai, et c'est vrai pour tous, et c'est l'intérêt aussi d'une communauté de communes. Oui, Monsieur Bess. Oui, il serait pas souhaitable de faire une augmentation du prix du billet de 10% ou 7% pour essayer de réduire ce déficit perpétuel. Alors, il y a une étude sur le fonctionnement du cinéma qui va être réalisée pour regarder qui modifie en termes de gestion pour d'abord voir comment évoluer nationalement. Alors, il faut dire que nationalement, les entrées de cinéma sont en baisse partout. Il n'y a pas de grands films cette année qui sont sortis qui ont permis de favoriser les allées des spectateurs au cinéma. Donc ça joue de suite. Et c'est vrai que c'est le seul cinéma de compétences communautaires. Il faut se poser la question à un moment donné. Il est aussi répertorié cinéma à RSC, qui lui permet aussi d'avoir une subvention de mémoire 15 ou 20 000 euros en duel. Et peut-être que du fait qu'il soit justement à RSC, on est peut-être limité sur les prix des billets. Mais ça, je le dis au conditionnel. Non, on me dit tordant. Donc j'ai dit une bêtise. Merci. Merci Dominique. Je suis désolé, j'insiste, hein, on a l'impression que tout va bien, mais que ça soit une compétence communautaire, ok, un intérêt communautaire, non, je suis désolé. Pas pour moi en tout cas. Dans l'ouest de la communauté, non. Pas pour avoir dit. Moi, nous, on a un cinéma municipal, déficitaire aussi, donc c'est la commune qui complète. Moi, je vais voter cette subvention. Et de toute façon, après, c'est un travail que peut-être il faudra faire sur certaines choses, voilà, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et je dois quand même dire qu'au moment du changement, la loi s'insérer, vraiment, ils ont beaucoup aidé tous les agents de douaneaux, surtout le cinéma, le centre social, enfin. Il y a quand même un intérêt communautaire, parce que ça irrigue sur le territoire, des compétences en tout cas.
Ok, il y a monsieur Landre et... Non, il ne veut pas. Il ne veut plus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je le mets au vote. Et chacun pourra voter comme il entend. Donc la ville s'est votée, 71 pour, 2 contre et 15 abstentions. Donc je passe à un sujet, là où il y aura un peu plus je pense, de vote qui en ligne, avec l'attribution des fonds de concours. C'est un peu moins compliqué à faire passer. Voilà. En principe, je tiens à préciser que tous ces fonds de concours, bien sûr, ont été validés et sont passés en commission finances et respectent tous les critères qui ont été établis pour pouvoir obtenir justement les fonds de concours. Donc il y en a 16 fonds de concours qui concernent Saint-Laurent-les-Tours, Florac, Souillac, Teissieux, Carénac, Saint-Denis-les-Martels, Rignac, La Motte-Fédéron, Miers, Cornac, Saint-Médard-de-Presque, Loupiac, Condar, Montvalon, Pessac et Seigne. Je ne vais pas les passer un par un, simplement rappeler que l'ensemble de ces projets représentait un investissement de 2 561 000 €, j'arrondis, que les fonds de concours versés par Coval d'Or pèsent 309 000 €, que l'autofinancement des communes est de 1 031 000 €, ce qui fait que, comme prévu aussi dans le règlement, les communes jouent bien le jeu, puisqu'en dehors des fonds de concours de Coval d'Or, elles sont allées chercher 1 221 000 € de subventions complémentaires auprès de la DETR, auprès de la région ou auprès du département, ce qui représente quasiment 50% de l'investissement total. Voilà, donc l'enveloppe des fonds de concours cette année a été entièrement consommée, puisqu'on en est à la deuxième affectation. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je pense qu'on n'a oublié personne cette année. Pas de questions, Président? Écoutez, Oui. pas de questions? Si, une? Non, j'ai juste une remarque à faire. Le dernier fonds de concours, vous avez vu que c'était la première fois qu'on a un logement locatif qui est financé, qu'on avait voté il n'y a pas longtemps, et vous voyez avec les chiffres que c'est important pour cette commune-là, et qui pourra faire un logement locatif. Donc ce qu'on avait changé à la règle du jeu qu'on avait changé, ça porte bien ses fruits et on voit l'intérêt d'avoir mis les fonds de concours pour le logement locatif dans ce genre de démarche. Merci. Oui, tout à fait. C'est important de le souligner. C'est une bonne chose, je pense, que dans la mesure où tout le territoire manque de gens, on se plaint qu'on manque de logements, si on peut aider aussi par cette manière la réhabilitation de logements, c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Alors, les communes qui sont bénéficiaires ne votent pas, bien sûr. On n'a rien entendu. Vous ne participez pas, vous dites de l'appuyer sur 4. Voilà, tout le monde a voté, merci, c'est validé à l'unanimité. Voilà, les gens qui en bénéficient, c'est une bonne chose. L'attribution d'un fonds de concours à la commune de Martel pour l'acquisition de la chapelle de Maradin, vous savez l'intérêt, l'engagement de Coval d'Or dans la valorisation et la conservation du patrimoine.
Or, la chapelle Maradin a un intérêt patrimonial certain et le monument est dans un état plutôt très dégradé et donc il y a une grande nécessité à agir pour sa sauvegarde. Donc il vous est demandé de verser un fonds de concours exceptionnel pour la sauvegarde de ce monument et de sa fresque à la commune de Martel à hauteur de 25 000 €. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si le maire de Martel veut en dire un peu plus. Non. Oui, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, effectivement, la chapelle Maradin est pour moi. Et on ne t'a pas coupé la parole, je te rassure, Yannick. Bon, alors, peut-être qu'il retrouve la voie. Moi, je voulais compléter que ce dossier avait été lancé depuis un certain temps et il est sûr de le maintenir en état, de le sauver. Au début, Covador devait s'engager et d'acheter en copropriété ce bien, mais compte tenu de la difficulté quand c'est des biens comme ça, en copropriété, savoir qui c'est qui gère de tout. Moi, je préfère qu'on verse la part qu'on aurait dû verser si Covador avait participé à l'achat du bien. Et la Martel sera propriétaire du bien et nous, on l'accompagnera dans la gestion et on l'accompagne dans ce qu'on aurait dû verser. 35 000 €, ils ont touché une subvention, mais ça nous permet de la descendre à 25 000, la part qu'on aurait dû verser si on avait participé à l'achat. Moi, je tiens à ce qu'on maintienne cette participation, parce que c'est vraiment un site à conserver, à protéger pour la mémoire, l'histoire de la mémoire et pour nos petits-enfants et les suivants. Alors, on va rendre la parole à monsieur le maire de Martel. Oui, monsieur le président, merci. Effectivement, je pense que cette chapelle, c'est pas tellement la chapelle, c'est l'œuvre qu'elle recèle et qui est importante. Et cette œuvre, elle dépasse largement le cadre de Martel. Je pense qu'elle doit rayonner sur la totalité de notre département, voire même un petit peu plus de façon nationale. Moi, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas voter cette subvention, tant les valeurs que referme cette chapelle, c'est les valeurs que l'on porte tous en nous. Et je pense que l'actualité récente nous montre qu'on a besoin justement de confirmer encore plus les valeurs que recèle cette chapelle. Donc c'est vraiment un symbole, c'est une part notre héritage que nous devons transmettre. Donc je vous remercie pour le geste qui sera fait de façon communautaire. Donc effectivement, ne voyez pas un retour sur investissement quelconque, ou une CAF, quoi que ce soit. Le seul retour sur investissement qu'on peut avoir, il est moral. Donc je pense que chacun est face à sa moralité, et merci en tout cas d'aider la commune de Martel dans la sauvegarde de cette œuvre. Monsieur Bess. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yannick, et je voterai cette situation. Je regrette qu'un truc, c'est qu'on n'en ait pas parlé en commission de finances. Alors, le jour où on a fait la commission de finances, on n'avait pas encore connaissance du dossier. Donc, voilà. Voilà pourquoi on n'en a pas parlé. Je la voterai de tout cœur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous demande de voter cette subvention. Donc c'est voté à l'unanimité, merci. Et je vous remercie pour comme l'a souligné Yannick, M. le maire de Martel, Yannick Aurélie, la protection de l'œuvre. Il faudra peut-être continuer derrière quand il y aura plus de travaux, mais voilà, je pense que c'est vraiment, et je vous invite lors des journées du patrimoine, si il y a l'occasion, à aller voir cette œuvre. C'est vraiment, quand vous rentrez dans la chapelle, ça vous marque. Je pense que c'est vraiment important. Merci en tout cas pour cela. Je passe au point suivant. C'est toujours moi. Et c'est bien, toujours. Alors, on arrive à la mission qui me plaît le plus dans mes missions de vice-président de finances, c'est les fameuses écritures croisées comptables des décisions modificatives.
Donc, pour résumer, vous savez toutes qu'elles n'ont aucune incidence financière. Donc, la première concerne le réseau de chaleur, considérant les travaux qui ont été imprévus, notamment la casse d'une canalisation qui va coûter à peu près 40 000 euros. Mais on porte l'ADN à 70 de façon à se prémunir d'éventuelles autres mauvaises surprises sur ce chantier. Donc on a en dépense 70 000 euros compensés par un emprunt en face à hauteur de 60 000 euros sur ce budget annexe. Il n'y a pas de questions, Président. On peut le mettre au vote parce que, comme tu l'as dit, c'est des opérations sans mouvement financier, c'est que les jeux d'écriture, c'est plus facile. Deux fois, c'est bon, tout le monde a voté, merci. On vote l'unanimité. On passe au point suivant, toujours M. Wong, encore une DN. Oui, toujours une DN, c'est la session de la cuisine centrale à l'hôpital de Saint-Céré, qui aurait pu être faite il y a un petit moment, mais elle avait été bloquée en raison d'un sinistre qui n'était pas réglé, donc tant que tout était parfait au niveau des assurances, ça a un petit peu traîné. Alors vous voyez, en fait, cette cuisine centrale, elle a été vendue à l'euro symbolique, à 1 euro, et vous voyez apparaître des dépenses à hauteur de 834 000 euros, etc. Donc il suffit de savoir que c'est des sorties d'inventaire et que la valeur dans l'inventaire, elle était à 834 000 euros. Et qu'on avait 305 000 euros de marge sur les frais d'études, ben, plutôt que de mettre en dépense 834, on n'en met que 529, qu'on compense par la produit des sessions à hauteur de 529 000. Alors encore une fois, il n'y a aucune sortie financière, c'est juste une mutation, des mouvements à l'intérieur de chapitres et de sections. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Allez, on le passe au vote. Allez, c'est voté à l'unanimité, merci. La suivante, c'est... Une dernière décision modificative pour régulariser certaines opérations pour compte de tiers. Et il s'agit des opérations corps de village de Petite Ville de Denain, de Gignac, de Niers et de Bretenoux. Alors ce travail a été fait en concertation avec les services de la DGFIP. Donc tout le monde est OK là-dessus. Tout ça pour vous dire que quand on dépense et recettes, tout évidemment s'équilibre à hauteur de 542 837 euros, mais que tout le monde paiera sur ces 3 cœurs de village ce qu'il doit avec les sommes qui seront affectées au bon endroit. Comme ça, les problématiques sont réglées. Et alors, vous voyez apparaître dans un premier temps les comptes de tiers, et deuxièmement, vous voyez apparaître les 24 000 euros qui sont la conséquence des 24 000 euros qu'on a voté tout à l'heure pour la cerisée. Donc, il fait une écriture croisée entre les deux. Voilà. C'est la subvention d'équipement à hauteur de 24 000 et en face le remboursement de la participation. Et le reste, donc, c'est pour les petits bus de main et cœurs de village. Mais il est vrai que je vous confirme que ces opérations compte de tiers, pour l'ensemble des services de corridor, c'est extrêmement compliqué. Et si on pouvait trouver quelque chose d'un petit peu plus simple, je crois que tout le monde s'en porterait mieux. Parce qu'il faut longtemps avant de régulariser les choses, il faut longtemps avant d'appeler les fonds ou à l'un ou à l'autre. Donc on est en train d'essayer de réfléchir à tout ça pour essayer de faire en sorte que ça se fluidifie un petit peu, ou que du moins on puisse appeler non pas la totalité de la somme, parce qu'avant que tout le dossier soit clos, ça peut prendre du temps, mais peut-être 80% de la somme, de façon à ce que dans les communes il y ait peut-être moins de reports à nouveau, ou que chez nous il y ait aussi moins de reports à nouveau, et qu'on ait une lisibilité un peu plus correcte et cohérente à l'instant T. Voilà, en fait là, ça y est, au moins ceux-là, ces comptes de tiers-là sont clos. Donc voilà, merci. Oui, alors, je dis, le groupe de travail service finance qui ont les comptables qui ont fait ça, c'est des reprises de factures sur les travaux pour régulariser, pour bien affecter les bonnes sommes au moment à la bonne personne, extrêmement chronophage, et nos équipes ont peut-être certainement
des choses plus simples à faire et permettre de passer plus de temps sur les comptes normalement, que les régularisations de comptes. Voilà. Donc c'est sûr qu'il faut trouver une autre solution et en plus on met beaucoup de temps, on fait ça en retard et c'est les corridors qui portent toute la trésorerie des communes, qui fait la base des communes. Donc c'est quand même aussi un autre point qu'il faudra le futur régulariser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis s'il n'y a pas de questions, on le met au vote. Peut-être que Gignac et Miers peut-être n'a pas participé au vote. Il manque deux votes, Léovic, Josse et M. Laribe. Ah, eh bien écoutez. Et bon, il n'est pas là, bon, d'accord. Allez. Ah bon, c'est bon. Allez, merci. On passe au point. Allez, je continue. Comme chaque année, donc, entre le moment où les comptes s'arrêtent et le vote du prochain budget, il se passe un certain temps. Et n'empêche que la vie continue et il faut donc autoriser le président à pouvoir engager des dépenses d'investissement, mais on le limite à 25% de l'inscription. Donc voilà, donc pour le budget principal, il y a 19,5 millions, on autorise le président à 4,8 millions. Il faut faire une délibération pour chaque budget. Il faut un vote pour chaque budget ou... Non, pour tout. Donc 14. Après, vous avez le budget OM. Voilà, budget OM. On autorise pour 2 612 000 d'engagés, on autorise 653 000. Pour le budget ASP, 868 €, 217 €. Pour l'aménagement gestion des cieux, 123 000 €, 30 000 €. Pour le réseau de chaleur, 625 000 €, 156 000 €. Pour... Et c'est tout. Ah non, pardon, autant pour moi, il y a un cœur. Pour le SPANC, 65 800 en autorisant hauteur de 16 004. Pour le cinéma, 19 900 à hauteur de 4 002. L'excellent du nombre, 40 000 à hauteur de 10 000. Et le budget immobilier entreprise, 100 000 à hauteur de 25 000. Voilà. C'est le vote qu'on fait, bien évidemment, tous les ans. Bon. Il y a des questions, donc c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, on va passer au vote. Allez. Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Merci. Dernière, pour ce qui me concerne, la refacturation du budget principal vers les budgets annexes. Donc, vous avez un article qui s'appelle L 2224-2 de la CGCT qui interdit le financement par le budget général des charges relevant des services publics, industriels et commerciaux et les refacturations du budget principal vers les ordures ménagères et les SPANC et le cinéma s'imposent. Donc, vous avez deux choses. Vous avez des montants de remboursement de charges de fonctionnement à hauteur de 25 000 € pour les OM et de 90 000 € s'agissant de remboursement de charges de personnel. Donc, un montant total appelé de 115 000 €. Il y a un astérix. Pourquoi? Parce que seront rappelés 115 000 € de 2025 plus 115 000 € de 2024 qui ne l'avaient pas été. Et pour le SPANC, 7 000 € de charges de fonctionnement et 500 € de charges de personnel pour 7 500. Et pour le cinéma, 3 000 € de charges de fonctionnement et 500 € de charges de personnel. Voilà, c'est les gestions par les services généraux de la communauté de communes de ces budgets annexes que l'on doit refacturer là où il faut.
S'il n'y a pas de questions, Président. C'est des choses habituelles quand on gère plusieurs budgets. S'il n'y a pas de questions, je mets en vote. Oui. Donc c'est voté à l'unanimité. Merci. Donc le point suivant, c'est le point 16. L'aide à l'immobilier entreprise. Je donne la parole à Jean-Christophe Siegel. Oui, je vais vous présenter deux demandes d'aide à l'immobilier entreprise un peu différentes. Donc la première, c'est un artisan sur Gramat qui a un bâtiment sur l'avenue Louis Comte, juste en face, je crois, de Coste Loisirs, magasin motoculture. Donc c'est cette entreprise artisanale qui a aujourd'hui 4 salariés et plutôt spécialisée dans la rénovation énergétique et fait un petit peu de menuiserie. Donc ils ont une idée de créer un showroom sur ce bâtiment. Alors ce bâtiment est vétuste. Donc ils ont décidé malgré tout de créer un showroom de 150 mètres carrés plus un dépôt supplémentaire, enfin pas supplémentaire, un dépôt de 200 mètres carrés qui est déjà dans le bâtiment. Donc ils veulent doubler leur chiffre d'affaires en menuiserie d'ici 3 ans. Ça paraît beaucoup, mais je pense que le showroom peut être inutile. Voilà, créer du coup un emploi supplémentaire, 3 emplois à terme par rapport à cette hausse sur le chiffre d'affaires de menuiserie, et évidemment d'accroître leur visibilité sur cet axe passant de Gramat. Voilà, donc il y a un coût total des travaux de 133 896 €, pardon, et un avis favorable de la commission éco pour 10% du budget qui était prévu dans le PPI pour 13 389,60 qui correspond à 10% du total des travaux. Voilà. Oui. Je précise pour les autochtones que ce sont les anciens établissements Méniel. Je ne suis pas assez âgé pour savoir ça. Non, je plaisante. Tu n'es pas un autochtone. C'est une blague. L'établissement Méniel, ancien établissement Méniel. Allez, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Moi j'ai une question aussi. Oui, sur ce. Bon, enfin, le 3 emplois à terme, c'est un peu flou. Mais je me demande sur ce genre de dossier, est-ce qu'il ne serait pas. C'est des boîtes qui marchent bien, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de faire des prêts à taux zéro, par exemple, qui rembourseraient sur 5 ans, plutôt que de donner une subvention? Je pense qu'il y a un problème juridique, je ne suis pas sûr. Il y a aussi le fait quelquefois que quand la communauté de communes amorce la subvention, ça peut aider l'entreprise à avoir des subventions au niveau régional ou autre. Et que si on n'amorçait pas, elle pourrait passer à côté de subventions complémentaires. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important qu'on amorce la pompe de temps en temps. Parce que derrière les 13 800 €, il peut y avoir 50 000 de la région ou autre. Et si on ne le fait pas, ça ne suit pas derrière. De toute manière aussi, c'est le législateur qui nous a donné, dans la loi NOTRe, qui nous a donné la compétence économique. Je crois savoir aussi que quand il y a possibilité de faire des prêts à taux zéro, qu'au Val d'Or Expansion, dans l'accompagnement aussi de certaines reprises avec Revlot, voilà, je parle sous l'autorité de Benoît, mais que chaque fois qu'on peut le faire, vous le faites. Oui, tout à fait, au niveau Revlot. Revlot, c'est un dispositif d'accompagnement des repreneurs d'entreprise ou des activités avec la CCI. C'est un dispositif qui existe depuis 2020. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Christophe. Oui, je voulais juste aussi préciser, parce que c'est pas anodin comme question, parce que je pense aussi que dans l'avenir, certainement, qu'il faudra réfléchir peut-être à des aides un petit peu différentes. Voilà, et bon, peut-être des choses qu'on ne pourra pas faire, mais il faudra peut-être réfléchir à une autre façon aussi d'aider. Je parle par rapport à des loyers, à des aides de loyer, etc. Il faudra voir, mais il faudra évidemment qu'on étudie ça en commission éco, parce que il est vrai que c'est pas toujours évident de prendre des décisions sur ce genre de dossier, pas celui-là spécialement, mais sur des dossiers. Et les discussions sont souvent en ville, et tant mieux. Mais certainement qu'il faudra, pour aider aujourd'hui les entreprises, vous savez qu'il y a un problème sur le logement, donc est-ce qu'il ne faudra pas aider les entreprises qui veulent faire du logement? Donc toutes ces discussions-là seront en commission éco. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même à un moment ou d'autre réfléchir peut-être à différents moyens d'aider les entreprises et pas forcément sur l'immobilier. Alors, je rappelle quand même que la compétence économique, c'est la région qui nous l'a
nous la permet et on est quand même encadré à certaines choses que c'est quand même pas tout faire non plus dans le cadre des aides économiques. Mais si on peut le faire, pourquoi pas. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Et écoutez, je vais aller au vote. Validé à l'unanimité. Merci. Donc, le dossier suivant. Alors le dossier suivant, il se trouve sur l'entreprise que vous devez connaître un peu, on en a déjà parlé ici, donc c'est Rectif 46, c'est une entreprise de mécanique de précision, d'autres précisions, pardon. Mais on en a parlé parce qu'on leur a vendu une maison dans le secteur, juste à côté de l'entreprise, donc de créer un centre de formation interne, de construire un bâtiment industriel de plus de 1000 m2 et l'acquisition et l'investissement d'un logement qui se trouve pour les stagiaires à la formation qui se trouve à la maison voisine. Donc c'est un bâtiment que Comalgon leur a vendu il y a quelques années. Donc ils ont un montage qui se fait à travers une SCI, donc un prévisionnel un petit peu important de 1,5 million, l'achat bien sûr de la maison et du terrain, les travaux d'habitation de la maison et surtout la construction de nouveaux bâtiments de production pour 1,2 million. Donc la commission a donné un avis favorable à la commission économique à hauteur de 40 000 euros, qui évidemment était prévu aussi dans le PPI, dans le budget de l'aide à l'immobilier. Voilà, donc 40 000 euros pour cette entreprise qui fait parler d'elle dans le territoire. Oui, tout à fait. C'est une entreprise qui a été reprise et qui continue à se développer fortement aujourd'hui. Et son souci, c'est de recruter du personnel. Donc, et pour le recruter, elle est obligée de le former. Il n'y a pas d'école de formation sur ce métier-là. Donc, elle forme elle-même les personnes qu'elle recrute et la solution de logement qu'elle veut avoir avec l'achat de la maison à côté, c'est de pouvoir comme elle les fait venir souvent de Pelouet, pouvoir les loger sur place et les accompagner le temps qu'ils trouvent un logement autre sur place. Voilà, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui se développe beaucoup là depuis plusieurs années, notamment depuis que Petra Brodnay l'a repris en 2023. Oui. Oui. Elle est située où cette entreprise? À Gagnac-sur-Serre, dans la zone d'activité de l'activité de l'André qui suit de suite, c'est un gars. Et je voudrais dire aussi, tant que j'ai la parole, que comme l'entreprise précédente, ce serait bien qu'il y ait un petit suivi pour savoir si dans 2 ou 3 ans, ils ont vraiment créé des emplois, s'ils ont manqué de chiffres, si ça a servi à quelque chose ou pas. Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement quand on attribue, et notamment par les membres de la commission, mais... Alors oui, juste pour préciser, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore le retour de ça, mais nous avons créé des personnes qui sont à chaque aide de l'immobilier, on désigne 2 personnes de la commission économique qui vont suivre ces dossiers. Alors j'appelle ça des tuteurs, mais c'est pas forcément des tuteurs, c'est difficile de dire que c'est des tuteurs, mais c'est au moins des tuteurs par rapport à ces aides. Et quand ces personnes-là, on a créé ça que cette année, donc évidemment on ne peut pas avoir de retour à aujourd'hui, et on a aussi décidé de ne pas mettre des tuteurs sur les aides immobilières précédentes. C'est un petit peu bizarre parce qu'évidemment quand les entreprises nous demandent ces aides, on leur signale qu'il y aura des personnes qui seront tuteurs, donc voilà, c'est important de les signaler. Donc on aura les premiers retours de ces tuteurs sur les décisions que nous avons prises cette année. Voilà, donc sur les aides d'entreprise, depuis le début de l'année, des tuteurs ont été désignés. Quand on aura un retour de ces tuteurs sur les premiers dossiers de l'année, on s'en parle évidemment au conseil communautaire. Voilà. Alors, ce que je peux rajouter sur ce point-là, c'est que depuis 2020, puisque j'ai suivi l'attribution des aides depuis, il y a une seule fois où l'aide n'a pas été donnée parce que l'entreprise a eu des difficultés et le projet n'a pas abouti entre-temps, et que sans les avoir suivies toutes une par une, la quasi-majorité, elles sont encore en activité et même plutôt en développement, donc on peut fortement penser que l'activité suit avec, et l'emploi des jeunes avec.
Mais c'est une bonne question. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été soulevé, et notamment par Jean-François Poncelet, ici présent, qui a souvent soulevé ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, mais je le mets au vote. J'ai fait une erreur. Moi, c'est pour Écrit, comment on passe. tu appuies sur le bouton que tu veux appuyer. Corriger. Tu appuies sur 1 si tu veux voter pour, ou 3 si tu veux t'abstenir. Ou 4 si tu ne veux pas participer. Tu fais 2 ou 1 et tu le revalides. Voilà, merci. Donc, valider l'unanimité et 2 abstentions. Donc, je vais passer au point suivant, qui est justement la modification du règlement d'attribution des subventions. Alors, comme je vous avais dit, je crois, il y a des conseils communautaires, on était en train d'étudier, enfin, on avait discuté à la commission la notion de nouveau règlement qui était à valider par le juridique, donc ce qui est fait, donc on vous demande aujourd'hui de le voter. Alors, vous l'avez à l'annexe, le règlement des subventions. Là, on a noté un petit peu les grandes lignes. Alors, c'est surtout, il y a des modifications pour se mettre un peu à jour des aides que nous avons faites, pas seulement, mais aussi. Donc, on avait décidé le montant des aides, c'est un minimum de dépenses de 40 000 euros, avec un plafond de 100 000 euros maximum, et évidemment avec un déplafonnement possible exceptionnel qui sera voté de toute manière. Donc, le montant de l'aide, en général, serait de 10% d'investissement éligible aux modifications selon le profil. Évidemment, s'il y a un profil de financement d'impact égal, c'est possible qu'on peut modifier ces 10%. Voilà, on se laisse aussi cette possibilité-là. Voilà, et sur les bâtis vestiges d'intégration archives paysagères plafonnés à 30%, l'intégration de vérification des engagements immobiliers, ça c'était quelque chose qui était beaucoup demandé parce que l'idée c'est de passer au conseil communautaire avec certains retours déjà positifs. On a mis évidemment un retour de banque aux qualités du bâtiment et impact environnemental qui sont... c'est des exemples, mais c'est pour vous donner quand même que pour passer au conseil communautaire un dossier, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'avancée, parce qu'on se retrouve, ça arrivait quelquefois, de dossiers qui n'ont été votés sans que le dossier aboutisse. Le président l'a dit tout à l'heure, donc on veut être garanti que quand on vote quelque chose, le dossier aboutisse jusqu'au bout. Sur les bénéficiaires, l'éligibilité, on a assoupli aux ouvertures aux grandes entreprises. Ce n'était pas le cas dans on a déjà voté, donc il fallait quand même assouplir le règlement à ce niveau-là. Le maintien des CI et projets de portage immobilier. Et l'ouverture aux associations à vocation économique ou sociale, on a déjà voté pour des associations, écosystème et surtout populaire aussi. L'appli, voilà, donc il y avait aussi l'ouverture aux associations, c'était pas dans le règlement. Dans les modifications autres aussi, la mise à jour des régimes juridiques, alors parce que tous les régimes juridiques n'étaient pas, il y a plus de régimes juridiques qui sont capables d'avoir des subventions immobilières. La suppression de la mention d'être à terme propriétaire du terrain et du bâtiment, ça y était dans la convention. On a supprimé aussi ça, pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a des SCI qui sont propriétaires et que l'entreprise n'est pas forcément propriétaire. Voilà. L'ouverture au locataire, je l'ai dit, avec un bail. Alors évidemment, avec un bail de 6, c'est aussi ça pour les SCI, parce que l'entreprise qui a bénéficié n'est pas toujours propriétaire, c'est aussi par SCI. Éligibilité de réhabilitation à des réhabilitations d'aménagement dans tous les cas. Avant, c'était uniquement sur les transmissions d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise transmission d'entreprise, ça porte bien son nom. Aujourd'hui, on peut aussi être éligible si on fait des travaux dans son entreprise qu'on possède déjà. Voilà. Donc c'est un petit peu résumé, mais vous avez sinon le règlement en annexe global. Donc on s'est surtout mis à jour, parce que je vous assure qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait à jour et qu'on avait déjà décidé. Donc là, jusqu'à là, on est conforme à tout ce qu'on vote et qu'on va voter dans les prochains mois. Est-ce que vous avez des questions? Non. Moi, je
vais revenir un peu sur cette question. Je trouve très bien de toiletter ce règlement. Je trouve que les orientations sont vertueuses, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même de critères quantitatifs. C'est-à-dire, alors peut-être qu'ils seront pris en compte dans l'instruction des dossiers. Ça serait intéressant qu'on ait ces critères quantitatifs. Par exemple aussi, est-ce qu'il y aura des priorités pour les entreprises d'économie sociale et solidaire, pour la transition, recours à l'artisanat local, l'égalité des salaires locaux, etc. Ce qui m'interroge aussi, c'est peut-être le risque pour Coval d'Or. Si la boîte s'en va au bout de 5 ans, on fait faillite, on perd nos fonds. Et c'est de l'argent public qui aura été transféré au privé. Alors peut-être faudrait-il un engagement de 10 ans. Il est aussi écrit dans la Convention qu'il faut que ces aides soient d'un intérêt stratégique et majeur pour le territoire. Alors comment allons-nous en juger? Sur quels critères objectifs? Il faut être prudent parce qu'on pourrait se faire facilement taxer de clientélisme avec ces aides-là. Et il faudrait aussi analyser vraiment objectivement ce que la communauté de communes a gagné avec des aides au secteur privé, que je ne remets pas obligatoirement en cause, hein, mais être prudent. Et puis, ce que je voudrais suggérer aussi, peut-être, c'est que dans l'avenir, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire évoluer nos aides de façon à ce que ce soit Coval d'Or qui achète les terrains, qui les aménage et qui les loue, ce qui permettrait, de cette façon, on libère l'entreprise du poids du foncier, on l'aide, mais si elle part ou si elle fait faillite, ben c'est quand même Coval d'Or qui garde les terrains, qui les a aménagés. De cette façon, on a aussi des terrains qui sont bien aménagés parce qu'on garde la main sur l'aménagement paysager. Voilà, donc je pense que peut-être c'est aussi des pistes à étudier. Non, après, oui, toutes les orientations seront à choisir. Après, c'est les gens politiques qu'il faudra faire et surtout financiers derrière, parce que porter du foncier plus tard et de l'aménagement, comme on sait ce que ça coûte du foncier, mais après, il faut regarder l'équilibre, derrière qui sera accepté. Et après, je pense que voilà, il faudra vérifier que juridiquement on peut faire toutes ces opérations. Oui, donc juste, je voulais répondre aux premières questions que tu as posées. Surtout, aujourd'hui, ces dossiers depuis le départ d'ailleurs, on est au fil de l'eau. Voilà. On a une entreprise qui demande, on regarde si c'est virtueux à notre sens, en commission éco, et on répond. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'on a refusé, évidemment. Parce qu'il y a quand même des dossiers que nous avons refusés en commission éco, et ce que vous voyez, c'est ce qu'on a accepté. Voilà. Donc, il y aura certainement des questions à se poser. Moi, je me la pose aussi en tant que VP, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le président l'a dit tout à l'heure, tant qu'à l'exception d'une entreprise, on n'a pas eu de surprise, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont restées, n'ont pas fait faillite, se développent, donc on a le beau rôle. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on prend ces risques, on prend des risques quand même. Voilà, on aide dans l'entreprise, mais comme tout aide, il peut y avoir aussi de la casse, voilà, comme un petit peu partout. Hein. On n'est pas sûr de ne pas se tromper quand on donne ces aides-là à ces entreprises-là. Donc voilà, après, l'histoire du choix des entreprises, ça voudrait dire qu'on ait plusieurs dossiers en même temps et qu'on ait un choix, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que le sujet, le PPI qui a été attribué, je vous en parlerai juste un instant, vous donner quelques chiffres pour vous, parce qu'on arrive à fin d'année, vous donner ce qui a été accepté dans l'année, vous verrez qu'on est au fil de l'eau et qu'on est juste ce qu'il faut par rapport aux choses là. Après, on n'a pas forcément de choix au niveau du montant. Voilà. Donc, je pense que les questions que tu as posées sont bonnes, certes, mais aujourd'hui, on est dans les postes, on travaille franchement au fil de l'eau et pas forcément, on ne choisit pas forcément les entreprises. Sur le PPI immobilier entreprise en 2025, 150 000 euros distribués, 700 000 euros de budgété. Nous avons décidé, donc je vais aller compléter ce message, nous avons décidé 416 000 euros de dossiers l'année. Évidemment, ils ne sont pas tous payés, ils viennent de le prouver. Donc on a quand même décidé sur l'année 2025 416 000 de dossiers. Et il y a en attente de paiement 723 000 de dossiers à payer, de stock. Voilà, qui date maximum de 2024 quand même. Mais voilà, donc il y a 700 000, tous les 750 000 qui étaient au PPI, parce qu'il y a 723 000. Et on avait décidé 450 000 de nouveaux dossiers sur cette année, sur les 750, et on a validé 416 000 sur l'année 2025.
Christian. Moi, je pense qu'effectivement, c'est du bon travail que vous faites là, et je ne vois pas comment, quelle est la structure qui aujourd'hui peut aider l'économie, si ce n'est Coval d'Or, puisque c'est nous qui avons la compétence, c'est nous qui déclenchons les aides de la région quand on soutient un dossier, et je pense que soutenir quelque chose qui produit, qui fait de la richesse dans notre communauté de communes, je pense que ça c'est important. Parce que de temps en temps, on a tendance des fois à soutenir des dossiers qui nous coûtent dès qu'on les a soutenus. Donc je crois qu'il faut relativiser là-dessus, il ne faut pas faire d'erreur, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas trop le complexifier non plus. Je crois que la bonne intelligence, c'est ce que vous faites sur le terrain, avec le de expansion, avec effectivement la commission des élus, qui fait attention, mais qui, en la modifiant, en permettant à de grosses entreprises qui nous apportent beaucoup, et à des petites qui nous apportent un peu, de les soutenir et de continuer, parce que si nous on ne le fait pas, le département ne le fait pas, l'État, on sait les moyens qu'il peut donner, donc là-dessus je crois que c'est très important. Voilà. Donc moi je vous soutiens alors à 100%, et je dis que si jamais on arrêtait ça, on serait malheureux. Voilà, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Il manque que M. Moulin. Allez, c'est bon, merci. Donc validé à l'unanimité. Donc on verra la prochaine comment ça se traduit sur les dossiers. Là, je vais donner la parole pour ce point, l'engagement du pacte construction bois avec les coforts à Dominique Malaverne. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le pacte construction bois, c'est une démarche interprofessionnelle de tous les acteurs de la filière bois en Occitanie qui vise à favoriser l'utilisation du bois local dans la construction de bâtiments publics. Donc c'est une démarche qui est animée par l'Association des collectivités forestières d'Occitanie, dont nous sommes adhérents depuis à peu près 4 ans, si je le bonne mémoire. Et donc, ce pacte, il y a eu en fait une signature symbolique de ce pacte le 25 novembre dernier, à laquelle participait le président. Et cette signature a eu lieu à Saint-Céré, avec un certain nombre de collectivités qui se sont engagées donc, dans ce pacte, le département, la commune de Saint-Céré, le Grand Figeac, un certain nombre d'autres communes et collectivités. Et sur le principe, je pense que tout le monde s'associera ici à Coval d'Or à cette démarche. Formellement, c'est le conseil communautaire qui engage la démarche par un vote. Donc, dans ce pacte, Coval d'Or s'engage auprès des coforts donc à entreprendre la construction et la rénovation d'au moins un bâtiment dans lequel le bois joue un rôle structurel. Alors ceci dans les 2 ans. En fait, cet engagement est déjà fait puisque c'est le cas de la crèche de Soussérac. Et puis, Coval d'Or, par les fonds de concours, intervient aussi dans la construction de certains bâtiments en bois. C'est le cas d'ailleurs à Seigne, je le cite parce que c'est ma commune, mais on a réalisé grâce au fonds de concours, en partie, du moins, un bâtiment de 100% bois. Voilà. Donc cet engagement il est déjà tenu. C'est donc aussi la possibilité d'étudier pour l'avenir l'intégration du bois dans les travaux, dans les bâtiments publics. C'est donc l'engagement surtout à utiliser du bois du bois local géré durablement, enfin issu de forêts gérées durablement. C'est inciter donc les acteurs du territoire à utiliser du bois, notamment pousser les communes à le faire également. C'est communiquer largement sur cet engagement, désigner un animateur, un élu référent et
un agent référent au sein de la structure, et puis autoriser les partenaires du pacte à communiquer autour de nos expériences en la matière. Donc il vous est proposé d'autoriser le président à signer ce pacte, chose qu'il a déjà faite, mais il faut quand même l'autoriser à signer ce pacte. Et donc on vous propose de me désigner en tant que vice-président en charge de la transition écologique au milieu référent et Madame Neira Bez en tant que technicienne référente pour le suivi de ce pacte. Est-ce que vous avez des questions? Oui, comme l'a dit Dominique, oui, ce pacte, en fait, la date de signature a été fixée par les services de l'État, par Madame la Préfète, qui voulait y participer, et avec l'ensemble des intervenants, donc, qui sont les COFOR, les entreprises locales du bâtiment et bois, il y avait l'entreprise de Josac et différents signataires, il y avait la région, le département, ça a été dit, la commune de Saint-Céré, bien sûr, et moi-même. Enfin, on avait anticipé le règlement, puisqu'on a fait déjà le bâtiment en bois avec la crèche du social qui donne de satisfaction au niveau du bâti et du fonctionnement. Donc voilà, donc, on régularise un peu la situation, mais ça n'engage pas, il n'y a pas d'engagement financier derrière, hormis de refaire de nouveaux bâtiments en bois si on veut les faire demain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dossier? Mais s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. C'est voté à l'unanimité, merci. Donc je laisse la parole à Dominique Malverne pour le renouvellement de la convention sur les redevances spéciales pour les collectes et traitements des déchets non ménagers. Donc le financement de notre service de collecte, il est donc essentiellement couvert par les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais vous le savez, il est aussi couvert pour les professionnels, pour les qu'on appelle les gros producteurs, c'est-à-dire les entreprises qui produisent plus de 2 conteneurs de déchets résiduels par semaine. Donc il est couvert par une redevance spéciale qui est appelée donc auprès de ces entreprises. Et ces entreprises donc, signent une convention avec Covaldor pour l'enlèvement de leurs déchets. Alors la plupart de ces conventions arrivaient à échéance. Et donc, c'est l'occasion de toiletter un petit peu la convention cadre et donc les conventions qui ensuite proposent à chacune des entreprises. Alors, en fait, il y a des petites questions de précision dans la convention sur la durée, sur la nature des déchets, sur la nature des déchets collectés, sur les conditions de renouvellement de ces engagements. Voilà, donc ces modifications n'ont pas d'incidence financière pour les entreprises, mais voilà, contribuent à une meilleure lisibilité pour les entreprises de notre engagement contractuel. Est-ce que vous avez des questions? Non. Après, l'exonération, c'est quelque chose qu'on vote tous les ans pour les entreprises qui nous envoient le justificatif d'exonération parce qu'ils ont contractualisé avec des entreprises pour traiter eux-mêmes leur ordures non ménagères. Voilà. Est-ce que s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Une voix, Madame Duclos. Allez, c'est parfait. Merci, c'est voté à l'unanimité. Donc je laisse la parole à Dominique Malverne pour la subvention pour le bois à la broche. Alors,
Donc, je veux dire, pour le montant, il y a une rectification, c'est une erreur. Oui. Merci, Président, de me laisser la parole. Je termine avec le veau. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'opération Veau à la broche qui a eu lieu le 18 octobre dernier à Saint-Céré. En fait, c'était une opération qui était prévue en 2024, mais qui a été reportée pour cause d'alerte météo l'an passé, organisée donc par la Maison de l'Artisan. Et c'était un banquet donc en plein air, organisé à Saint-Céré, qui s'est d'ailleurs très bien passé le 18 octobre dernier, avec un très beau soleil et plus de 400 participants. Donc cette opération elle a pour objectif de sensibiliser au métier de l'artisanat de bouche dans le Lot, mettre en avant nos artisans, et puis promouvoir un produit emblématique du nord du Lot, c'est-à-dire le veau sous la mer du pays de Saint-Céré. Donc la manifestation, elle constitue un banquet, un repas, un très bon repas, avec un certain nombre d'animations pour le grand public, des dégustations, des démonstrations et une animation festive pendant le banquet. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi cette délibération arrive après la manifestation? En fait, c'est une opération qui était connue et intégrée dans le budget du PAT, qui aurait dû être inscrite à l'annexe du budget que vous avez voté en février dernier, janvier-février. Mais en fait, à l'époque, Guillaume Durand n'avait pas encore pris son poste, la charge de mission PAT n'était pas non plus arrivée, ni recrutée. Et donc, ça a été oublié dans l'annexe budgétaire, et donc c'est une régularisation. Alors, le montant, là, qui vous est présenté, le montant que nous allons voter, que je vous propose de voter, c'est 7 000 € et non pas 9 000 €. En fait, la Maison des Artisans nous a fait une demande de 7 000 €. 9 000 €, c'est la somme que nous avions inscrite au budget du PAT. Donc la demande, c'est bien 7 000 €. À titre indicatif, la Maison de l'Artisan nous a fourni le budget, le bilan d'ailleurs de réalisation de l'opération et le budget financier. Le budget réalisé, c'est 27 375,89 €. Et donc cette subvention de 7 000 €, si nous la votons, ça représente 25% des recettes de l'opération. Il y a aussi d'autres des financements privés par un certain nombre d'entreprises, le département, 1 000 €, les différents financeurs. Voilà. Donc 25% de ces 27 375 €. Donc une opération en adéquation parfaite avec les objectifs du PAT. Est-ce que vous avez des questions sur cette opération? Donc il s'agit bien de 7 000 € et non pas 9 000 comme indiqué sur la diapositive. Et le repas était gratuit pour les convives ou ils ont payé comme ils ont payé? Alors, le repas était payant. 18 €, c'est basé sur euros, les recettes, les ventes de repas représentaient 5 488,20 €, plus la buvette 1 957 €. Alors je tiens d'ailleurs le bilan et le budget à votre disposition si vous le souhaitez, je ne vais pas le détailler là, mais vous le communiquez sans aucun souci. Ces 7 000 €, c'est pour combler un déficit de l'opération ou c'est simplement pour participer? Alors, c'est une opération qui, c'est pas seulement un repas, c'est une opération de promotion avec un budget communication qui est important. Il y a à peu près 4 000 € rien que pour la communication, plus des prestataires pour faire le veau à la broche. Donc c'est une opération qui est coûteuse, et 18 €, c'est pas le coût de revient du repas, c'est clair. Donc c'est effectivement une opération qui en soi est déficitaire, mais qui vise non seulement à réaliser un repas, mais surtout à faire la promotion d'un produit et de savoir-faire. L'année prochaine, le prix du repas à 26 €. Je suis pas sûr que l'année prochaine, elle se fasse l'opération. C'est une erreur, c'est que tous les 2 ans, même quand même en 2027. Juste que, bien évidemment, j'ai aucun état d'âme par rapport à la manifestation et les 7 000 €.
Par contre, je pense que les organisateurs devraient regarder d'un peu plus près le budget. Parce que je trouve que pour organiser, pour faire un Pirango, un budget à hauteur de 37 000 €, je trouve que ça fait beaucoup. Donc il me semble que probablement les organisateurs devraient regarder à un petit peu moins de dépenses sur ce budget-là. Après, bien évidemment, j'ai aucun état d'âme par rapport à la manifestation qui est faite. Mais je pense qu'ils vont pouvoir avoir la possibilité de faire quelques économies sur l'organisation. Parce que déjà, ce qu'ils ont inscrit là et ce qui a été réalisé, il y a 10 000 € d'écart. Voilà, déjà. Donc, Oui, je suis d'accord avec Pierre, mais on est 49 500 de la communauté, 400 personnes, ça fait que tout le monde ne mange pas du veau. bon, allez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'intervention, je mets au vote. Allez, c'est voté. L'unité 76 pour, 7 contre et 4 abstentions et personne qui participe. Ok, alors je passe maintenant la parole à Thierry Sartrou pour les contrats de santé. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Juste avant d'entamer les deux délibérations, vous avez sur la table, fournie par notre partenaire de la CPTS du Nord-du-Lot, une affiche et des petites cartes pour les patients sans médecin traitant, les patients qui ne trouvent pas de médecin traitant sur le territoire, avec plusieurs accès, le QR code, un numéro de téléphone ou une adresse mail. Vous pouvez les aider à contacter ces numéros s'ils sont dans la difficulté. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce matériel dans vos mairies. La commission service à la population s'est réunie il y a quelques semaines et vous propose d'adhérer à la charte nationale du programme national nutrition santé. Ce programme national, il a été créé en 2021 et renouvelé en 2001 et renouvelé en 2024. Il a pour objectif l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population par le biais d'un des vecteurs principaux qui est la nutrition sous l'angle de l'alimentation, et notamment l'alimentation locale en lien avec l'activité physique. Comme vous le savez, Val d'Or travaille déjà sur différentes actions, et notamment avec les deux contrats que sont le contrat local de santé et le PAT. Différentes actions sont déjà menées sur le territoire et elles nous permettent aujourd'hui de répondre à cette charte du programme national nutrition santé et d'engager la collectivité pour aller encore plus dans la protection de la santé sur notre secteur. Les intérêts, c'est de pouvoir faire bénéficier des actions que nous avons déjà engagées, peut-être le mot sous la broche pourrait en être une, mais d'autres actions déjà en place sur le territoire pouvaient bénéficier de financement. Nos agents pourraient être formés aussi dans le cadre du plan national nutrition santé et la mise en réseau avec d'autres collectivités qui sont dans cette démarche-là. Donc quels sont les engagements qu'il nous faut avoir? C'est au moins 3 actions dans 3 domaines particuliers qui vous sont listés sur la diapo actuelle et pour lesquels nous sommes déjà en mesure de pouvoir répondre. Donc il nous est proposé de pouvoir adhérer à cette charte des collectivités dans le cadre du programme national nutrition santé. Nous n'avons pas ciblé encore d'actions spécifiques, mais la première des choses, c'est d'adhérer à cette charte et ensuite de faire des demandes d'éligibilité pour les diverses actions engagées ou futures. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Eh bien, écoutez, on va le mettre au vote.
donc c'est voté à l'unanimité. Dossier suivant, M. Chartrou, pour les loyers de la maison de santé de Vérac. Merci, Monsieur le Président. Donc, on vous propose de revenir sur la fixation des loyers de la maison pluriprofessionnelle de Vérac, maison de santé pluriprofessionnelle. Nous avions délibéré le 7 avril dernier en fixant des loyers, mais il se trouve que nous avons fait une nouvelle affectation des locaux en réduisant une superficie du local infirmier et donc créé un cabinet supplémentaire, ce qui fait une nouvelle répartition des locaux et donc des loyers. Donc on vous propose d'abroger la délibération précédente et d'adopter cette nouvelle délibération avec 16 cabinets ou 16 parties de la maison de santé qui sont affectées, comme vous le voyez sur la diapositive, avec le montant des loyers qui est toujours calculé sur le reste à charge à la collectivité qui construit et l'amortissement sur 20 ans fixe les loyers au prorata des cabinets, surface privative ajoutée des surfaces communes proratisées. Et ensuite, vous avez en orange les charges locatives, les charges d'eau et d'électricité qui seront provisionnées mensuellement et régularisées en fin d'année. Y a-t-il des questions? Oui, Thierry. J'ai une petite question. Je voudrais savoir si ces nouveaux loyers ont été présentés aux professionnels de santé avant qu'on les vote. Alors, les nouveaux loyers ont été présentés aux professionnels de santé lors d'une rencontre que nous avons fait avec le président il y a quelques semaines, un mois et demi, quelque chose comme ça. Ok, merci. D'autres questions? Oui, Jean, c'est vert. Sur le tableau qui nous a présenté, on a les cabinets 1 à 6, 13 à 16, 1 à 16 par an, et les 8 à 10. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est les cabinets sous pression libre? Alors, il y en a qui ont dit à côté de moi, c'est là où tu devrais aller. Mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cabinet de souplesse ou cabinet libre, ben c'est ce. Alors, cabinet de souplesse, c'est en fait des cabinets où on peut accueillir plusieurs professionnels de santé à temps partiel, par exemple un jour par semaine, une demi-journée par mois, ou quelque chose comme ça. Et les cabinets libres, c'est ceux qui ne sont pas encore occupés. Voilà. Et ensuite, en fait, c'est le numéro des locaux, les numéros que vous ne voyez pas sur le tableau, ce sont des locaux techniques qui ne sont pas affectés directement, privativement, mais qui servent au fonctionnement de la maison de santé. Est-ce que le montant des loyers paye les charges mensuelles qui restent à rembourser pour... Oui, alors c'est tel que je l'ai dit tout à l'heure, le montant des loyers correspond à l'amortissement annuel ou mensuel, donc c'est-à-dire le résiduel d'investissement plus l'intérêt d'emprunt. Et ensuite, dans les charges locatives, comme tout porteur d'immobilier, on a dedans des charges de renouvellement, des charges liées aux frais de maintenance, de contrôle technique ou de sécurité et autres. Donc, à terme, quand toute la maison de santé sera pleine, on est sur un retour à l'équilibre du plan de financement. Donc, ils payent tous les mois les provisions pour charges et à la fin, en fin d'année, on régularise. Il y a d'autres questions? Juste, enfin voilà, par contre, le gros intérêt de porter cette maison de santé sur une collectivité comme la nôtre, c'est de faire bénéficier aux professionnels de santé de l'attractivité médicale qui est permise par des subventions que nous obtenons sur le territoire.
C'est-à-dire une maison de santé comme celle-ci, elle est à près de 50% de subvention, ce que l'on fait bénéficier les professionnels de santé. Voilà pourquoi c'est important de le mener pour être attractif, pour faire venir du monde sur notre territoire. D'autres questions? Non, pas de questions, mais je me vote. Allez, tout le monde a voté. Donc c'est voté à l'unanimité, sauf 2 personnes qui participent. Pour moi, c'est les zones de vert. Merci. Point suivant, Octobre Rose avec Monique Martignac. Oui, écoutez, une seule petite manifestation cette année, qui a rapporté 200 € que nous allons rendre à la Ligue contre le cancer. Pas grand chose à dire cette année, je crois que c'est une histoire de mauvais temps. C'est surtout l'atelier socio-esthétique, l'atelier nutrition, tout ce qui a été fait dans le centre voilà. Donc l'année dernière c'était beaucoup plus, mais on fera bien les années prochaines. Non, écoutez, oui, on va essayer de faire mieux, mais je pense qu'on pourra y arriver. Allez, pas de questions, je mets au vote, oui, il faut délibérer aussi pour verser cette somme. Monsieur Brousse, il a voté, merci, donc c'est voté à l'unanimité. Point suivant, Caroline May avec l'enfance jeunesse. Oui, chers collègues, donc vous le savez, nous accompagnons les structures de notre compétence en matière de petite enfance, enfance jeunesse, et l'accompagnement est donc effectué grâce à des dialogues de gestion, et donc ce qui me permet d'allouer le soutien financier nécessaire. Grâce à la souplesse des services finances que je remercie, je peux, lorsque j'alloue en début d'année le budget à chaque association ou à chaque structure, conserver une réserve qui me permet en fin d'année de pouvoir répondre à des besoins particuliers. Donc ce n'est pas des sommes supplémentaires, mais bien de la réserve qu'aujourd'hui je vous parle pour les sujets, les 2 délibérations qui suivent. Tout d'abord, la première structure, la première association concernée est l'association Cap Jeunesse, qui est une association importante, puisqu'elle gère 3 structures, une crèche de Vérac, le RPE, le relais petite enfance de Condat, et le centre de loisirs, la LSH de Bétail. Donc ces 3 structures sont, encore une fois, gérées par Cap Jeunesse, et l'idée pour vraiment mutualiser davantage entre elles, c'est de créer un poste de directeur qui serait commun aux 3 structures, parce que pour l'instant, il y avait un directeur par structure. Donc on va, et on a bien travaillé avec le bureau et le conseil d'administration qui est très sérieux et très rigoureux dans l'optimisation. On a créé ce poste cette année, ce qui pour les années qui viennent va augmenter un peu la masse salariale, mais au final, dans 3 ans, les économies devraient arriver parce que l'optimisation pourra se faire grâce à ce poste qui, voilà, encore une fois, va chapeauter les 3 structures. Donc cette année, au plus près de leurs besoins, pour ce poste qui a débuté en septembre, le temps de la décision et le temps du recrutement, nous demande de lui allouer 2 857 €, qui est une somme qui fait partie de la réserve. Alors pourquoi c'est 57 €? C'est justement parce que c'est la somme qui restait exactement dans la réserve de l'enfance jeunesse
pour les structures, pour l'accompagnement des structures. Donc pour cette année. L'année prochaine, selon leurs besoins, ce poste leur coûtera bien sûr aussi 15 000 €, mais selon leurs résultats budgétaires, on donnera ou on ne donnera pas. Là, cette année, ils nous demandaient 5 000, mais ils n'avaient besoin que de 2008. Donc j'ai donné 2008 557, vous voyez. Voilà. Et l'année prochaine, pour eux, si ça va bien, on devrait pouvoir leur donner seulement ce qui est nécessaire. En tout cas, ce poste permettra d'optimiser, encore une fois, l'activité de cette association qui est primordiale sur le secteur de Vérac, Martel, Vérac Saint-Denis, Vérac Bétail et également jusqu'au Condat, voilà, Saint-Michel. Merci pour cette première délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, je voulais juste faire une petite remarque. Alors, je ne prendrai pas part au vote parce que je suis membre du CA de l'association Cap Jeunesse. Je voulais saluer le travail important de l'association, enfin des membres du bureau, qui ont travaillé d'arrache-pied pour redresser la barre de cette association, qui se donne beaucoup. Alors, initialement, ils avaient demandé 10 000 pour 2025 et 30 000 pour 2026. Donc voilà, mais bon, après, si ça passe dans les finances de l'association, pourquoi pas. Mais je pense que le travail qui est effectué aujourd'hui, effectivement, porte déjà ses fruits et portera ses fruits pour les années à venir et pour la pérennité de cette association, et permettra également à Coval d'Or de ne pas avoir à rajouter au pot pour les prochaines années. Oui, effectivement, je pense que le travail qui a été entrepris par cette association avec un nouveau bureau et un nouveau président qui nous a présenté d'une façon très professionnelle son projet, le projet de l'association sur plusieurs années, va dans le sens d'une amélioration de gestion et financière de la structure. Donc voilà, je tiens à saluer ce travail parce qu'il va dans le bon sens et il y a des choses qui ont été organisées et c'est tant mieux pour eux, ça va pouvoir aussi pérenniser la structure à l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Non, mais écoutez, je le mets au vote. Allez, merci. Tout le monde a voté. C'est validé. Et Caroline, mais aussi. Et Petit Loup. Oui, donc cette fois, il s'agit de la crèche de Souillac, qui connaît un déficit chronique de par la configuration de ses locaux qui n'est pas adaptée. Alors, c'est pas nouveau. D'abord, c'est la plus grosse crèche de Coval d'Or, 40 places. C'est pas nouveau, mais elle avait jusqu'à présent une trésorerie qui lui permettait d'assurer. Là, cette fois-ci, nous sommes au pied du mur. Il faut trouver une solution. Les locaux ne sont pas adaptés et c'est comme si nous avions deux crèches, donc avec bien sûr des personnels en supplémentaire nécessaires, etc. Alors, le temps qu'on travaille avec les services et bien sûr technique et le président sur un projet, nous avons décidé avec la CAF, en début d'année, nous l'avions décidé, de renflouer à la hauteur de 35 000 € chacun, la CAF et nous, pendant 3 ans, le temps de développer un projet qui va bien sûr assurer, on espère, la pérennité de la crèche. Donc nous avions déjà versé 25 000 en budget primitif, et là, ce sont les 10 000 supplémentaires que je vous demande de voter, sachant qu'ils ont déjà été budgétisés et que ça fait partie de la fameuse réserve dont je parlais tout à l'heure. Merci. Oui, effectivement, cette crèche, les locaux entraînent la présence de plus de personnes qu'on pourrait faire en lieu normal parce qu'il y a des salles qui sont réparties, la répartition des salles. L'aménagement interne n'est pas optimal. Donc il faudra à terme qu'on révise. Mais est-ce qu'il y a des questions d'intervention sur ce dossier? Mais s'il n'y en a pas, je le mets au vote.
que ça ne vous dérange pas, il faut voter. Allez, il ne manque plus de personne, M. Jardel. Allez, c'est bon, c'est validé à l'unanimité. Merci. Donc, point suivant, toujours Caroline, avec la fusion du relais petite enfance de Biars et de Saint-Céré. Oui, sur notre territoire, nous avons 10 relais petite enfance entre Soussérac et la Motte-Fénelon, avec bien sûr un peu partout sur le territoire. Ce sont des structures qui sont poussées par la CAF. Vous le savez, elles permettent d'accueillir les assistantes maternelles qui se retrouvent moins isolées parce qu'elles ont 1 ou 2 fois par semaine possibilité de se regrouper dans les relais de petite enfance, avec des conseils et des animations qui leur sont apportées par des animatrices. Et aussi avec les parents peuvent aussi s'y rendre avec leurs enfants ou pour avoir des conseils, puisque ce sont souvent des parents employeurs d'assistantes maternelles et vous savez la difficulté de faire des fiches de paye. En tout cas, nous avons tous ces RPE, mais c'est 2 RPE qui sont animés par la même animatrice. Donc j'ai pensé que, et la CAF est d'ailleurs d'accord, qu'administrativement il était plus simple d'avoir qu'un seul agrément, puisqu'on doit aller passer un agrément tous les 2 ans à la CAF. Et deuxièmement, ça permet de faire des économies. Je demandais déjà à l'animatrice, lorsqu'elle achetait du matériel, que ça puisse servir aux 2 structures et non pas d'acheter et pour Saint-Céré et pour Biars, vu le faible éloignement. Donc ça nous fera faire des économies. D'autant plus que cette animatrice a été donc choisie pour assurer l'observatoire de la petite enfance. De quoi s'agit-il? Et l'observatoire, ce sont des heures qui sont financées par la CAF, donc on fait des économies. De quoi s'agit-il? Souvent, vous savez, on suit les crèches et nous disent qu'elles ont des listes d'attente, etc. Et nous, on a besoin de savoir vraiment si on a besoin davantage de place ou si il y en a trop éventuellement entre les assistantes maternelles et les crèches. Et cette personne, animatrice du RPE Biars Saint-Céré, a donc des heures financées par la CAF pour être en lien avec les assistantes maternelles et les crèches de tout le territoire et pouvoir nous faire des rapports sur vraiment le besoin en place, où est-ce qu'il en manque, où est-ce qu'il y en aurait éventuellement de libre, et pouvoir mettre en relation les parents, hein, c'est son rôle, avec les places. Voilà. Donc ça fait depuis 2025 que cet observatoire est créé, ça nous permet d'avoir de la visibilité. En tout cas, cette fusion nous permet de simplifier et de faire des économies. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de remarques? Eh bien, on le met au vote. Allez, madame. Ah, c'est bon, validé à l'unanimité. Merci. Ouais, il y a une personne qui participe pas. Donc je transfère la parole au sport, madame Marie-Hélène Cantarel, pour les tarifs piscine. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc la piscine, comme chaque année, on revoit les tarifs. Là, il y a une petite modification uniquement sur le centre aquarécréatif de Gramma. Effectivement, parce que la prestation n'est pas la même que celle qui est offerte sur les autres piscines. Il y a un écart entre les autres piscines aussi parce que les prestations ne sont pas les mêmes. Saint-Céré et Soussérac n'ont pas la même prestation que Souillac et Bretenoux, Biars, pardon, et Gramma aussi. Voilà. Donc on a fait une petite augmentation de 2% du tarif pour Gramma à 4,80. Et il y a à noter cette année une modification sur la ligne de tarif en raison d'une incohérence. On avait écrit tarif groupe moins de 15 ans est supprimé pour appliquer le tarif réduit à moins de 15 ans. Ce n'est pas tarif groupe, c'est pour les moins de 15 ans. Et on a rajouté pour les comités d'entreprise une proposition d'application du tarif réduit sous condition d'achat minimum de 100 tickets. Parce qu'on ne va pas faire un tarif pour les comités d'entreprise
les comités achètent sans ticket, puis après ils les dispatchent comme ils veulent dans leurs entreprises. Voilà. Je vous propose de voter ces petites modifications. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Écoutez, on le met au vote. Allez, c'est validé à l'unanimité. Merci. Et le point suivant, c'est M. Terzi, la culture et le désir de vivre. Merci, monsieur le Président. Donc, ce point concerne l'attribution d'une subvention pour l'année 25 à l'association Désir de Vivre de Martel. Alors, association qui organise le festival du livre du Quercy, que nous accompagnons depuis 2018 et qui fait un travail absolument remarquable en termes de littérature et de lecture. Juste deux mots pour vous dire qu'en 2025, cette association a mené plus de 35 actions culturelles dans 6 communes territoires, dont de nous, Craïs-Lacan, Martel, Méron et Souillac, en organisant des rencontres avec des auteurs, des tables rondes, des lectures publiques. Au total, cela représente à peu près 2000 participations, dont 1250 uniquement sur le festival. Alors le prix MTS, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans cette assemblée il y a quelques temps. MTS était professeur documentaliste au Collège de Martel. Je dis était parce que malheureusement elle est décédée. L'idée c'était bien sûr d'organiser un prix littéraire pour les collégiens et les lycéens. Voilà. Donc ce prix existe depuis 6 ans et chaque année il y a de plus en plus de classes qui participent. Le principe c'est que 3 livres sont mis en compétition chaque année. Ils sont choisis par l'association, par une libraire indépendante et une enseignante. Voilà. En 2025, ce sont plus de 350 collégiens de 3e et lycéens de seconde qui ont participé. Il y a eu 12 classes de 6 établissements dans 4 communes, donc Bretenoux, Lérac, Souillac et Cahors. Le principe aussi, c'est que les auteurs se rendent dans les classes pour rencontrer donc, les scolaires et échanger avec eux, bien sûr. La remise du prix a eu lieu donc, le 4 juin. Et donc, le principe, c'est d'acheter 3 livres pour chaque collégien et chaque lycéen. On a déjà vu ça, hein, c'est pas la première année, effectivement. Donc, c'est pour un montant de 5 000 €. Je précise que ces 5 000 € sont bien évidemment déjà inscrits et budgétisés, c'est pas 5 000 € supplémentaires. Voilà, si vous avez des questions, je suis bien évidemment à votre disposition. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions en bas? Non. Écoutez, on le met au vote. Ça réveille tout le monde là. Allez, c'est qui vote pour M. Rabuteau. Allez, merci, c'est voté à l'unanimité. On va passer, je vais donner la parole à Marielle Alary pour la mutuelle, la mutuelle des employés. Oui. Il s'agit, comme au 1er janvier 2025, la prévoyance est devenue obligatoire pour les employés, les collectivités. Au 1er janvier 2026, il s'agit du risque santé, donc qui devient de la même façon obligatoire quant à la participation de l'employeur. Donc nous avions choisi la protection, le contrat collectif avec le centre de gestion. Il en va de même pour... nous avions choisi le CDG pour la prévoyance, il en va de même pour la santé. Et le CDG donc a contractualisé avec la MNT, donc qui sera la mutuelle des employés qui la choisiront, puisqu'il s'agissait de... Bon, on a vécu la même chose dans nos communes, de toute façon. Il s'agissait pour les employés de résilier leur mutuelle, ou s'ils n'en avaient pas, enfin en tout cas, s'ils en avaient une moins compétitive, de la résilier avant la fin novembre, je crois.
et d'adhérer à partir du 1er janvier à la MNT. Et une participation de la collectivité est possible et vous est proposée, et nous proposons une participation de 15 € par mois et par employé de la collectivité qui choisira la prévoyance santé. Voilà. Vous avez la convention, un annexe qui a été proposée par le centre de gestion. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a déjà tous fait que j'ai été vu pour la première, mais ces rappels, le CDG avait lancé, suite au projet de loi qui était en cours, de faire un appel d'offres sur des contrats groupes auprès d'assureurs. Et là, dans le cas présent, c'est l'AMT qui a remporté le contrat au niveau du vote. Et son gestion pour les collectivités qui adhèrent au CDG. Et les communes peuvent en bénéficier aussi. Et l'aide sur chaque profit de chaque salarié est de 15 € qui sera versé sur chaque agent qui justifie son contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Mélis. Oui, François, un petit peu appelé François. La participation a été fixée à 15 €. 15 €, c'est pas le plancher. C'est le minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum. On n'a pas fait trop d'efforts pour les salariés alors. Oui, c'est un aiguille et après, le nombre de salariés, ça peut être impactant. Sur les finances. On s'est donné l'argent ailleurs. Ici, en l'occurrence, pour favoriser un petit peu le salariat, ça aurait été bien. Chaque commune et chaque collectivité est libre de fixer le montant qu'elle veut. Exactement. Donc je terminerai juste en disant que je vais voter contre. Alors je ne vote pas contre le dispositif, mais je vote contre la somme, qui est vraiment ridicule. Je voudrais simplement rappeler aussi qu'on a donné 80 000 € d'IFSE de plus l'an dernier. C'est 15 € mensuels, et c'est 15 € par mois. Et on a négocié, puis je préside le CSP et le CIAS, pour rester cohérent avec Covandor. Au CSP et le CIAS, on a proposé 15 €, ça a été voté à l'unanimité aussi des agents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Je le mets au vote. Celui-là, non? Oui, j'en ai plein de cartons. Allez. Monsieur Moulin, Bardin, Ambouleski. Allez, c'est parfait, c'est voté à l'unanimité, moins une voix contre. Ok, donc on va passer aux deux dossiers, on va nous donner la parole aux questions diverses, aux deux points qu'on a rajoutés au départ. Donc je vais, concernant la garantie d'emprunt pour la résidence économique de la Cerisée, comme on vous l'a déjà évoqué, donc sur l'immeuble de la Cerisée, c'est l'Onavilla qui est propriétaire aujourd'hui, et on a déjà une caution de la garantie de prêt par rapport à notre habitat. Et le prêt a été consenti par la Banque du Territoire, laquelle nous dépôt. Et en fait, il y a un transfert du prêt qui est fait auprès d'ADEF Résidence. Le prêt reste le même. Il transfère
Le prêt il est repris par ADF Résidence et il nous demande de maintenir la garantie d'emprunt que l'on a aussi pour moitié avec le département du Lot. Et le département va valider ce matin le maintien de la garantie d'emprunt. Donc il reste 1 088 000 € à prêter sur 16 années, donc le prêt se finira en 2041. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on sera tous présents, mais peut-être pour ceux qui seront, ils nous laissent rappeler. Voilà, est-ce que vous avez des questions Après, je pense qu'auprès d'ADF Résidence, c'est une structure associative nationale qui est très bien gérée et qui aujourd'hui travaille beaucoup dans le milieu, qui a une centaine de résidences un peu partout dans la France et qui est dans, on me souvient, le financement, le ministre des Finances me dit qu'ils sont en bonne santé financière et je pense que c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dossier? Non. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Vous pouvez voter là, je crois. Tout le monde peut voter. Tout le monde peut voter, même les gens qui sont dans le conseil d'administration nationale, puisque c'est plus la société qui est concernée, c'est Covaldor qui est concerné. Sincèrement, je pense qu'on diminue notre risque dans l'opération. Mais bon, je laisse vivre. Allez, c'est voté à l'unanimité, merci. Je pense que... Voilà, ce qu'on vous propose, c'est de soutenir la motion de soutien qui a été votée et qui a été présentée au Congrès des maires à Paris par l'AMF et qui, oui, une petite faute d'orthographe, aussi, c'est vrai. Mais ça a été fait dans la rapidité, donc on va excuser les gens qui ont appris cette presse. Voilà, c'est rectifié, merci. Voilà, en fait, cette mission qui est présentée au Congrès des maires, c'était pour la libre administration des collectivités territoriales et leur laisser un peu plus d'autonomie sur le plan financier et fiscal, de ne pas trop leur enlever de compétences et surtout de moyens financiers par rapport au budget. Voilà. Vous avez reçu la motion dans les communes aujourd'hui, chaque mairie a reçu ce document aujourd'hui. Pour ça qu'on vous le propose, c'est parce que comme on n'aura pas, et comme le vote du budget peut peut-être avoir lieu avant la fin de l'année, ce que je souhaite quand même. Voilà, je pense qu'il était important de vous la présenter ce soir, parce qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir le représenter avant l'année 2026. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions, je vais au vote. Hervé, tu m'arrives. Allez, merci, votez à l'unanimité. Donc avant de passer la parole pour les 2 ou 3 questions diverses, je voudrais vous dire qu'en sortant tout à l'heure, ce qui vous paraissait au petit moment de convivialité que nous propose la mairie de Gramat, il m'a dit qu'il serait bien mieux que d'habitude.
On remarque qu'ils ne prennent pas de risques. Oh, elle a la performance. Ça c'est fait. Alors, je voulais vous dire, non, avant de part en partage, il y a des affiches sur les dossiers habitat qui sont à votre disposition. Il y a des affiches, il y a des flyers, il y a des dépliants qui sont à prendre à la table. C'est Hervé qui vous les donnera en sortant pour mettre à disposition de vos communes respectives. Monsieur Pioche. Oui, le Président, je veux simplement excuser Christian Deleuze et Roland Pêche pour la coupe des bûches. On travaillait au CER, on étudiait l'efficacité des armes, donc on n'était pas des spécialistes pour découper les bûches, mais les bûches sont pas très bien coupées, donc je vous présente des excuses pour ce repas qualifié de frugal. Merci, M. Pioche. Allez, Pierre Morin, vous avez des mots sur le PPI. Diriez-vous que je vous parle de chiffres pour vous mettre en appétit? Je n'avais pas pour longtemps. Simplement, pour vous donner les informations, puisqu'on arrive à la fin de l'année, sachez que sur le PPI qui était à hauteur de 18,4 millions, on a mandaté à ce jour 11,7 millions. Et si on fait le calcul de 2020 à 2025 sur toute la mandature, Covador aura investi sur le territoire au bas mot 60 millions d'euros. Donc je crois qu'on peut être tous légitimement fiers de tout ce qui a été fait en une seule mandature. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés de communes qui n'arriveront pas à ce chiffre d'investissement. Donc je voulais vous le préciser. Alors pourquoi 11,7 millions, on avait prévu 10,4 millions? On est un peu en retard dans le paiement et dans l'avancement de certains dossiers, comme le gymnase de Gramont où on avait prévu 3,6 millions, on est à 2,5 millions. La MSP de l'Erac, on avait prévu 1,550 millions, on est à 900 000. Au PAPIG, pour l'instant, il y avait 350 000 euros de prévu avec les revallements des façades. On n'a rien fait, on n'a pas commencé les opérations. Le logement foyer des Césarines, on avait prévu 600, on a fait 500. La crèche de Soussérac, 730 et on a fait tout à fait 500, et etc., etc. Voilà, donc tout ça fait l'écart. Donc j'ai bien compris qu'on devait arriver à 15 millions, j'avais parié avec Didier Besse quelques bouteilles de champagne à la prochaine commission de finances, je paierai donc le champagne. Donc je voulais vous faire cette information-là. La deuxième information que je voulais vous faire, c'est sur la mandature, on a démarré 2020 avec 24,8 millions de recettes. On va en finir 2025 à hauteur de 30 millions. Donc on a augmenté nos recettes de 5,1 millions avec les leviers fiscaux aussi qu'on a fait. Et là, dans le même temps, les dépenses sont passées de 21,2 millions à 28 millions, soit 6,8 millions. Donc on a un effet de 5,1 millions de recettes supplémentaires, mais 6,8 millions de dépenses. Donc un déficit de 1,7 million qui sont directement de l'épargne nette en moins. Donc on en parlera pour l'euro, mais il faudra impérativement qu'on retrouve de l'épargne parce qu'avec nos 2,3 millions, 2,4 millions, ce n'est pas suffisant. Dernière chose, malgré tout, notre trésorerie était bonne, c'est pour ça qu'on a attendu le dernier moment et qu'on va tirer les 2,5 millions des 4 sur les 4 millions d'emprunts qu'on avait fait il y a quelques mois déjà. On va simplement les tirer la semaine prochaine, ce qui fait qu'on aura à payer qu'une semaine d'intérêt sur les 2,5 millions, puisqu'on a réussi, en suivant la trésorerie, à passer sans avoir emprunté. Donc on va tirer au maximum de ce qu'on pouvait faire. Voilà, c'était les seules informations que je voulais vous faire en attendant les prochaines commissions de finances et puis les débats et rapports d'orientation budgétaire. S'il y a des questions, ceci dit, non, pas de questions. Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, oui, Martine, oui, l'ordre numérique, c'est oui, ça? Voilà, c'est ça. Je voulais juste vous faire part lors de la réunion du comité syndical qui s'est tenue à Cahors le 28 novembre dernier. Monsieur Mélanger, président du syndicat L'Ordre numérique, nous a fait part qu'il est possible que l'État se désengage du financement des postes des conseillers numériques qui avaient été accordés sur l'ensemble du territoire lotois, en tout 17 conseillers numériques, dont 2, je pense, sur le territoire de Covador. Donc, il se propose de faire un courrier qui sera co-signé par le président du conseil départemental et lui-même pour intervenir auprès de Madame la ministre en charge du numérique
et de nos 2 sénateurs et de nos 2 députés pour essayer que ce financement puisse être maintenu, car depuis le début de l'opération, c'est 27 000 lotois qui ont été accompagnés et c'est plus de 10% de la population qui en demande de plus en plus croissante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et pas que les personnes qui avancent dans l'âge, aussi les jeunes. Donc voilà, donc il est demandé à chaque président de structure adhérente au syndicat, donc au RADOR, de pouvoir apporter son soutien par juste un petit mail qui indique, qui leur autorise à mettre sur leur courrier le logo de Coraldor. Voilà. Donc je voulais savoir, je vous sollicite pour que si ça puisse être moi, je suis tout à fait favorable, à moins que l'Assemblée ne veuille pas que je le fasse. Moi, je suis tout à fait favorable à le faire. Moi, je fais passer le message en tant que délégué de Coraldor. C'est pas moi. En plus, il y a 2 conseillers numériques, on en a un sur le Fab Lab et je ne sais plus l'autre. Il y a Blas, et il y en a un autre aussi qu'on ne voit pas directement, parce qu'il y a un conseiller numérique qui est sur la communauté de Quercy-Bourriane, à Gourdon, qui travaille beaucoup, à 80-90% pour notre cadre de saison. Donc, il n'est pas directement chez nous, il est, voilà. Donc, il travaille beaucoup pour l'accompagnement. Donc, je pense que c'est important. Et puis, sans compter que, il y a beaucoup de travail à faire sur l'accompagnement du numérique et l'acquisition par tout du moins de la population. Bien sûr qu'il faut largement soutenir le maintien de ces postes. Merci pour votre soutien. Oui, Geoffrey. Oui, ce sera rapide, simplement, même si on n'a pas les projections non plus sur les montants des ETR 2026, considérant le budget de l'État qui n'est toujours pas voté. Toujours est-il que l'appel à projet est ouvert. Je voulais le rappeler en fait à tous les élus jusqu'au 15 janvier. Et je voudrais vous appeler aussi à nous faire remonter aussi vos plans de financement si vous avez des projets qui sont concernés par les subventions de la région. On en a parlé avec Jean-Claude, mais je pense qu'on va essayer peut-être de faire un point global avec les services en début d'année, avec les services de la région, pour faire un petit état des lieux, y compris sur les dossiers qui vous concernent. On trouve que ça peut être intéressant de faire un petit package. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter un peu les plans de financement actualisés de ce que vous avez acquis sur les différents financements et l'état de la subvention région. Auprès de Clara Maître, pardon. Les dossiers sont l'ensemble des dossiers. Votre intervenant, conseiller financier, ingénierie financière, c'est Clara Maître. Il faut remonter parce que celle qui concentre tous les dossiers, qui suit toutes les aides comme le nôtre, bien sûr, mais aussi pour les communes qui font partie du territoire. Pas d'autres demandes de parole, mais je pense que M. Deleuze est prêt à couper les bûches. C'est à peu près ça, oui. Donc à la fin de chaque séance du Conseil communautaire,